Bienvenue dans Chasse Passion. Brigitte Rafferty et Francis Cohu savent nous faire partager leur passion du faucon. Rendez-vous au château de la Gondelaine en Loir-et-Cher. Ensuite, nous ferons une visite du musée de la chasse et de la conservation de la nature à Lavaux-Sainte-Anne. La fauconnerie est un sport difficile qui exige de ses adeptes une grande abnégation. On entre un peu en fauconnerie comme on entre en religion. À quelques 30 km au sud de Blois, aux portes de la Sologne, nous avons rencontré Brigitte Rafferty et Francis Cohu, qui nous font partager leur passion de fauconnier et initient ce sport en stage de formation au château de la Gondelaine, aux abords du village de Contre. Ils y ont installé leur volière constituée de faucons et de bus de haris, un oiseau naturellement grégaire et non agressif envers l'humain. Les buses prennent facilement confiance, elles sont très physionomistes et apprennent à reconnaître les stagiaires qui les font voler et les nourrissent. Dans un premier temps, nous suivons le stage pratique et après quoi, nous tenterons une chasse sur un terrain voisin. Dans la vie d'un fauconnier, on a beaucoup d'oiseaux parce que la longévité n'est pas énorme, hein, ils vivent entre 15 et 20 ans. Mais par contre, un oiseau comme ça, on n'en a pas souvent dans une vie. C'est un oiseau absolument exceptionnel. C'est un oiseau qui vient d'Amérique centrale, Amérique du Sud et sud des États-Unis, qui se reproduit relativement facilement en captivité et qui offre beaucoup de plaisir aux fauconniers qui les adoptent. Donc ces oiseaux viennent de différents élevages en Angleterre, parce qu'à l'heure actuelle en France, peu de fauconniers les reproduisent encore. Ça va venir, mais pour le moment c'est encore les balbutiements de la reproduction de la buse de haris en France. La grande majorité de nos oiseaux viennent de très bons élevages du Pays de Galles. Cassis et Banty viennent d'Écosse et la femelle qui est en reproduction à l'heure actuelle, Joséphine, vient du Canada. On a mis un couple en reproduction, maintenant c'est à la grâce de Dieu, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est un peu comme chez les humains, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des oiseaux que vous pouvez mettre par paire et il n'y aura pas forcément de la reproduction parce qu'ils peuvent très bien s'entendre mais pas s'aimer. Et ils ont besoin de ça pour ça, donc il faut attendre pour nous de voir. Ce couple s'entend bien, est un couple qui est déjà formé, soudé. On a fait une expérience en introduisant un tierce oiseau dans la volière qui s'est fait proprement virer par le couple, donc on sait qu'il y a déjà une cohésion de couple. Maintenant, savoir s'il y aura reproduction, on le verra dans quelques mois, parce que parmi toutes les particularités que possède la buse de haris, elle a celle de se reproduire entre le mois d'avril et le mois de novembre. Donc on n'a pas de date fixée où on sait qu'elle va se mettre à pondre, etc. Il est probable que pour une première ponte, ça se passe assez tard dans la saison de toute façon. On a eu la partie théorique ce matin, 3 heures pendant lesquelles on a parlé des rapaces, on a montré des extraits de films où on voit les rapaces vivre dans leur milieu naturel, chasser ou se reproduire et élever leurs jeunes. Aussi le matériel de fauconnerie qui est bien particulier, fauconnière, gants, jets, sonnettes, longes. Ils perçoivent le mouvement, c'est l'intérêt du petit pompon qui est sur le gant. Hein. Il a pour but, quand on rappelle l'oiseau, de stimuler son attention et de le rappeler au gant. Hein, donc il y a bien sûr la viande qu'il va voir dans le gant, mais en plus quand il est un peu loin, il voit ça bouger, ça lui attire l'attention. Ah tiens, il y a un morceau de viande, il est temps de revenir. Donc tout a une fonction. Hein. Les fauconnières qui sont des fauconnières anglaises en toile, elles ont aussi tout un tas de petites choses qui sont très pratiques. On fixe des jets de rechange quand on en perd un pour en avoir un d'avance. On va attacher les jets. Voilà, les jets sont ces petites lanières de cuir qui vont attacher au tarse de l'oiseau, nous permettre de le tenir, de l'attacher éventuellement, de le manipuler surtout. Hein. Il ne faut pas des volières trop grandes, tout simplement parce qu'un oiseau, s'il a de la place, il pense qu'il peut s'envoler. Donc il va se taper contre les parois et s'abîmer. Une volière de 2 mètres sur 2 mètres, il a de l'espace pour battre des ailes, pour volter d'un point à un autre, mais il n'est pas fou, il sait qu'il ne peut pas s'envoler, donc il ne va pas essayer. Mais ça lui sert juste pour Mais par contre, ça lui permet de se décontracter, il se perche là où il veut dans la volière. Hein. Donc là, vous avez ici, là, en mue, notre petite Zelda qui est née à la volerie de Beausins dans les Pyrénées, c'est un faucon lagard. Elle est mignonne comme tout. Elle est en mue là. Elle est en mue et elle est très imprégnée parce que quand elle est en dehors là, elle appelle dès qu'elle voit un humain. Hein. Ça pour elle appelle, c'est un congénère. Elle sera certainement bonne pour la reproduction parce qu'elle nous fait des parades déjà, les tic tic tic, la queue en l'air et tout, enfin tout y est. Donc 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, la moitié couverte, de façon à ce que l'oiseau ait quand même un point où il soit à l'abri, mais transparent parce qu'il lui faut un maximum d'ensoleillement, notamment au moment de la mue. Vous savez que la mue est déclenchée par un processus hormonal qui lui-même survient suite à une prise de poids et à un taux d'ensoleillement par jour.
Donc il faut quand même un petit peu de chaleur. Bon, ce petit regard ici nous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans la volière et en même temps de faire un petit courant d'air malgré tout, hein. Un perchoir en hauteur, éventuellement on peut remettre un autre perchoir ailleurs et une planche d'alimentation qui va être très utile pendant la période de mue où il ne faut pas déranger l'oiseau puisque quand il a ses plumes qui poussent, elles sont en sang. Je vous expliquais ce matin, quand une plume était cassée, ça saigne. C'est donc un foyer potentiel d'infection et pas forcément une plume qui va repousser correctement, ni même repousser du tout avant la saison suivante. Donc, par ce tuyau, on peut introduire les aliments qui tombent sur une petite plaque sur laquelle il y a de l'astroturf, la pelouse synthétique. C'est facile à désinfecter, ça passe à l'eau de javel. De même que le lit de gravier qu'il y a au fond de chaque volière permet d'entretenir un hygiène assez correct, puisqu'on va pouvoir aussi javeliser pendant que les oiseaux sont dehors. On nettoie les détritus, on passe à coup d'eau de javel, ça descend dans le lit de gravier, vide sanitaire, et ça permet d'avoir un... On n'a jamais eu ici de cas de salmonelle. Donc... Voilà. Ça, un oiseau fabuleux. J'espère que vous aurez l'occasion de l'avoir au lapin. Voilà, et on va faire la pesée de l'oiseau. C'est le petit là-bas. Non, mais il sait que plus 636. Il faut toujours tenir léger, même quand il se débat, vous voyez. Vous tenez toujours léger. Est-ce que quelqu'un veut prendre une dure à cuire? Par contre, elle bouge pas tellement au poil. Non, ça vous embête? Parce qu'on se penche un peu là sans ça. Et vous balancez. Je le rappelle. Ah bah. Et il sort les trains d'atterrissage, les ailes sortent légèrement, hein. L'aérofrein, oui. Le bras, faut pas que votre bras tombe quand on joue. Ça décoiffe, hein. Le bras, heureusement, parce que ça sent Ben oui, parce que tout ça, parce qu'elle n'a pas pu aller assez en arrière. Vous n'avez pas pu aller assez en arrière avec elle. C'est déjà parti. C'est vrai que c'est un beau dodo, oui. Regardez comment il passe dans les arbres, regardez. Alors toutes les autres arrivent parce qu'elles croient que c'est une proie. Ouais, elle est accrochée. La balade sifflée, nous on le fait beaucoup parce que ça permet de donner du souffle aux oiseaux. Vous les avez vus, ils volent à travers des milieux assez difficiles. Et ça fait un plus
Des rappels qui sont quand même des petits rappels de très près et du leurre qui a un truc de vitesse. Donc ça fait un ensemble qui fait que les oiseaux après sont très bons à la chasse parce qu'ils ont acquis une certaine musculature en souffle, en endurance, en tout. C'est un ensemble, on ne fait pas que des attaques sur gibier parce que ça ne suffirait pas. L'oiseau, c'est des courtes attaques très rapides qui fatiguent beaucoup l'oiseau. On fait aussi du souffle en le baladant comme ça des heures durant. Comment se fait-il qu'elles accompagnent aussi facilement le groupe? Bien bon, c'est leur esprit, elles sont très sociales, elles ont un esprit grégaire très prononcé et puis on les a habituées dès qu'elles ont su voler à suivre les gens. Francis est le seul à entraîner ses oiseaux sur un leurre à lévrier. Il est seul à avoir cette technique-là. Ça permet de mettre les oiseaux en condition de chasse toute l'année, même hors période d'ouverture. Ça permet de les muscler. Par contre, elles sont très malines. On est obligé de changer le circuit des poulies régulièrement parce qu'au bout d'un moment, elles ont repéré, elles attendent. Elles se postent à l'endroit où elles savent qu'elles peuvent ne pas rater de toute façon. Donc, on est obligé régulièrement de changer le circuit des poulies, compliquer, faire des feintes, etc. Parce qu'elles mémorisent tout. Hein, et au bout de 2-3 attaques sur le même circuit, elles vont directement vers la fin. Elles savent que de toute façon le leurre revient vers la machine, donc elles attendent à côté du leurre. Il y a toujours une récompense puisque sur le leurre est fixée une petite récompense de viande, donc dans un filet chirurgical. Autrement, avec la force centrifuge, tout exploserait dans les virages, donc on est obligé de maintenir ça avec du filet. Les bandettes blanches permettent aux gens de suivre l'action du leurre qui court au ras du sol et qui figure donc une proie crochetant pour échapper à son prédateur. Allez, c'est rapide, hein. Oui, c'est suivable quand même. Là, faut les récupérer assez vite. Voilà. Celle-là, je vais vous donner un poussin dans la main. On distingue la chasse de haut vol et de bas vol. La première technique fait appel à des faucons qui, après avoir quitté le point de leur dresseur, montent haut dans le ciel et suivent le chasseur. Le bas vol utilise des rapaces qui fondent directement sur le gibier. Contrairement au faucon qui tue sa proie par percussion après un piquet impressionnant, la buse de Harris, en bas vol, poignarde sa proie avec son ergot acéré. Ici, le furet est présent pour tirer le lièvre de son terrier. Celle-ci, elle est terrible. Hein. Ah oui. Elle est très bonne chasseresse et elle piste les lapins à l'extérieur. Une taille particulière pour un furet? Plus le furet est petit, moins on a de chances qu'il s'attaque au lapin directement. Donc c'est important. Voici mademoiselle Isabelle. Elle est incarputoisée, d'où sa couleur. Alors elle est très lente. Elle travaille bien, mais elle met beaucoup de temps à sortir des trous. Hein. Des fois, il faut attendre patiemment 1 heure et demie qu'elle veuille bien sortir. Elle n'est pas particulièrement collée au trou sur un lapin, mais bon, elle prend son temps. Tiens, je te donne une puce de lapin. Attends, Comment se comportent les buses par rapport au furet? Oh, elles apprennent vite à reconnaître que ce sont des auxiliaires Ouais. et que le furet travaille pour elles. Oui, Ça, ils ont vite compris de quel côté la tartine était beurrée. Oui, je sors. Va pas trop près de la voiture. Voilà. On va laisser ça comme ça, ouvert. Ça c'est qui? Bridget, c'est un oiseau d'un ami. Elle est très sympa, très sociable. Ouais. Allez, chasse bien. Peut-être que tu te mets de l'autre côté, Brigitte. Ouais. Mais il a 2 fois plus de chances de partir par là. Hein. Par où? Ouais, Le couvert est plus près. Hein.
sortir une fouine. Moi, je lâche pas. Hein. Là, il y a un beau trou, là. Il y a des fauconniers qui utilisent des leurres avec des pattes de lapin, des choses comme ça. Bon. Il y a différentes méthodes aussi quand ils collent au trou qui sont sujettes parfois à caution, des fois les mèches soufrées, les pétards. Quand ils sont endormis, qu'ils ont un petit peu saigné les lapins et qu'ils dorment, il faut attendre que ça se passe pour les faire sortir. La meilleure méthode dans ce qui nous concerne, c'est d'en mettre un deuxième furet dans le trou. En général, il va retrouver l'hôte et le réveiller. C'est quand même plus sympa comme méthode. On ira où pour lâcher le lapin plus haut, il y a un trou là. Hein. C'est une rabouillère ou il y a une sortie quelque part? Non, il n'y a qu'un trou. Vous ne savez pas que c'est une rabouillère? Là! Aïe aïe aïe! Non. Je remballe ma furette. Ça fait rien, c'est pas grave. On va le relever. T'as pas lâché dessus, Logique? Si, mais elle voulait pas partir, elle était cramponnée au gant. On va le relever. Il risque d'y en avoir d'autres en plus. Oui, mettez-vous un peu devant. Elle sort pas du roncier. Non, mais ce qu'elle est dessus, vous la voyez. Ta-da-da-da! Bien! Bridget, prise! C'est une jolie prise, hein. Belle, surtout le milieu. Tous les rapaces ne sont pas des rapaces chasseurs. Les rapaces chasseurs sont ceux qui sont capables d'un vol d'accélération et d'une poursuite assez longue, 150, 200 mètres, parfois plus lorsqu'il s'agit par exemple de faisans, parce qu'elles vont essayer d'attraper le faisan à l'envol, et si elles n'y ont pas réussi, elles vont le poursuivre, mais à vitesse plus réduite, jusqu'à la remise. Et généralement, elles prennent à la remise. Mais autrement, ce sont des rapaces qui sont des sprinteurs, à la manière d'un jaguar. Hein. Elles ont peur de rien, c'est vrai, surtout quand elles vivent vraiment en confiance. Vous avez pu voir qu'elles sont bien dans leur tête, elles ont suffisamment d'exercice pour ne pas se sentir frustrées de liberté. Au contraire, elles volent plus en main d'homme que si elles étaient dans la nature. Dans la nature, elles voleraient pour chasser, elles mangeraient jusqu'à satiété et elles mettraient 3 jours à digérer avant de recommencer. Donc en fait, en les faisant voler comme ça tous les jours, que ce soit pour les stages, pour la chasse ou simplement pour le plaisir de les faire voler, elles ont beaucoup plus d'exercice que les bus qui sont maintenus, qui ne sont pas maintenus en captivité. Et de fait, ce sont des athlètes de haut niveau. Alors elles ont envie de chasser, c'est inscrit dans leur patrimoine génétique, c'est épouvantable parfois parce que les dates d'ouverture et de fermeture de chasse leur passent largement au-dessus des rémiges. Et donc, il faut intervenir assez vite, c'est pas toujours facile. C'est carnivore, 100% carnivore, et les bus de Harris sont polyvalentes. Elles vont à la fois sur du gibier à plumes comme sur du gibier à poil. Donc ça peut être lapin, lièvre, comme ça peut être canard, perdreau. Elles ne crachent pas sur les lézards verts et les mulots, mais on en a qui vont aussi sur les corvidés, qui vont sur le vanneau, certaines vont sur la bécasse. On en a même une qui est tombée sur un marcassin, un sanglier comme on dit, ça fait mieux, mais un marcassin de 2,5 kg, donc elles ont vraiment peur de rien en fait. Hein. Et il faut savoir qu'entretenir un oiseau de proie, ça suppose lui consacrer au bas mot 1 heure par jour.
Mais bon, si la passion est là, si vous avez vraiment envie de le faire, c'est franchement pas une contrainte. Par contre, il faut être vigilant, il faut en prendre soin parce que c'est à la fois rustique et fragile. Donc il faut être prêt vraiment à lui consacrer du temps et de l'attention. Mais c'est source d'énormément de plaisir et de satisfaction par contre. Surtout quand on voit le lien qu'on arrive à établir, la connivence qui se lie entre l'oiseau et la personne humaine, ça paraît insensé, c'est un animal sauvage. Et vous allez obtenir une coopération de sa part, jamais une domination. C'est le rapport d'un fauconnier à son oiseau n'est jamais un rapport de domination. C'est une collaboration basée sur l'estime et le respect mutuel. Ça peut se résumer en tu me traites bien, tu prends soin de moi, je consens à rester avec toi et à te laisser profiter du produit de ma chasse. Mais si tu fais une erreur, alors je te tire ma révérence. Charmant musée qui célèbre les arts de la chasse, la vénerie, la fauconnerie et l'évolution millénaire des techniques de la chasse. Visite du château de Lavaux-Sainte-Anne. Nous nous retrouvons à Lavaux-Sainte-Anne, paisible hameau, joyau de la famenne namuroise, situé aux portes des Ardennes belges, dans le canton de Rochefort. Entouré de douves alimentées par les eaux de la Wimbe, le château féodal se présente comme une forteresse, encore flanquée aux angles de 3 tours massives du XVe siècle coiffées de bulbes et d'un donjon du XVe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les courtines reliant les tours ont laissé place à des corps de logis disposés en U. Prestigieuse mécène, la baronne Lemonnier a su, depuis 1934, imposer son idée d'y abriter un charmant musée qui célèbre les arts dans la chasse, la vénerie, la fauconnerie et l'évolution millénaire des techniques de la chasse. Témoin rare et superbe d'époque, arrivé jusqu'à nous dans un état exceptionnel, le somptueux château de Lavaux-Sainte-Anne magnifie l'art de bâtir, le savoir-faire des compagnons bâtisseurs et des artisans, et se part d'une profonde méditation sur la nature et ses hôtes. De nombreux grands seigneurs de la chasse ont compris l'importance d'offrir ce spectacle aux nouvelles générations. Différentes collections de trophées, montages de taxidermies et animaux naturalisés sont ainsi présentés au public dans le but de faire connaître la vie intime des animaux des contrées ardennaises, leur cycle de vie et parfois leur disparition. Les collections rassemblent la faune des forêts d'Ardennes, cerfs, daims, sangliers, et les principaux animaux sauvages ayant vécu autrefois dans la région, ours bruns, bouquetins, chamois et loups. Outil pédagogique par excellence, ce musée, inscrit dans un cadre privilégié, est visité par de nombreux groupes scolaires. Ils y apprennent à respecter l'animal et son milieu naturel.
Votre prochain rendez-vous nous conduit sur les pas de Patrick Pitou et son équipage de la Bilbaude chasser le renard dans la Sologne des étangs. À bientôt dans Chasse Passion.